donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est sous la protection d'un tissu anti-ondes qui est en acier inoxydable et qui sert comme une cage de Faraday. C'est vraiment le principe de Faraday. Donc les photons arrivent et frappent sur l'arrière de la cage, se concentrent, font le tour et continuent. Et en même temps, ils créent une sorte de vide électromagnétique à l'intérieur. Et là, on va le sortir donc de... Voilà. Essayer de me... Là, je le sors. Simplement, la moindre ouverture et automatiquement, il redeviendra orange. Et là, vous avez l'exposition de l'endroit dans lequel, de l'emplacement ici, qui est dû au Wi-Fi, qui est dû aux antennes extérieures, qui est dû à votre smartphone, qui est dû à tout ce qu'il y a comme pollution environnante. Bonsoir et bienvenue dans la série Les Guerres Invisibles. Une production 100% indépendante réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Ce soir, nous allons une nouvelle fois, pour la 3e fois, revenir sur les pollutions électromagnétiques. Mais après avoir essayé de comprendre la problématique dans sa globalité et après avoir fait un état des lieux, nous allons essayer ce soir de réfléchir ensemble sur comment agir et comment se protéger au quotidien. Nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois Catherine Gouillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du CRIREM. Présidente. Présidente du CRIREM, merci à vous d'être présent. Le CRIREM, que signifie le cycle? C'est un centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Merci beaucoup à vous. Il existe depuis 2005. Merci beaucoup à vous d'être présent. Nous avons aussi la chance d'accueillir une nouvelle fois Ludovic Fedotov. Bonsoir. Bonsoir Akina. Merci à vous d'être présent. Vous êtes donc consultant en hygiène en environnement électromagnétique auprès du cabinet géotellurique.fr que vous représentez ce soir. Exactement. Merci à vous de prendre ce temps. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Jeanne Laurent. Bonsoir. Bonsoir Akina. Merci à vous, on vous a accueilli déjà dans l'émission précédente. Vous êtes responsable délégué de l'association Cœur 2HS. Et enfin, un nouveau venu qui vient pour la première fois sur le plateau de Citizen Light. Merci à vous, vous venez de Belgique, c'est Guy Lerat. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes électro-hypersensible. Je suis électro-hypersensible et je suis aussi membre de Cœur 2HS comme Jeanne Laurent. Donc, on a également une des délégations régionales et je fais partie d'une de ces délégations. Et donc, on vous voyait en introduction de l'émission, une petite vidéo qui a été tournée juste derrière ce mur, dans la cafétéria. Est-ce que vous pouvez nous redire quelques mots un peu sur ce prototype que vous avez construit? Donc ici, en fait, on a reproduit une expérience qu'on a déjà produite dans différents salons ou autres pour essayer de témoigner de la pollution électromagnétique ambiante, de l'électrosmog dans lequel nous vivons, et de montrer aux gens comment on peut se protéger de façon efficace, en tout cas pendant la période de sommeil ou sur un lieu de travail ou autre, grâce à des techniques qui existent sur le marché à l'heure actuelle. Peut-être électrosmog, un mot qui est inconnu de nombre d'entre nous, vous pourrez le définir rapidement s'il vous plaît? C'est la pollution électromagnétique qui nous en retourne comme un véritable brouillard dans lequel nous vivons et qui est à l'origine, qui a comme origine les antennes, les smartphones que vous avez tous. Dans la cafétéria, là, on avait également les fours à micro-ondes. Vous pouvez avoir les téléphones filaires qui sont sans fil, donc ce qu'on appelle les DECT, et d'autres sources qui peuvent polluer également, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., etc. La liste est longue et devient difficile à contrôler pour éliminer ces ondes. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, les auditeurs ont mieux compris l'enjeu et l'importance de considérer ces pollutions électromagnétiques à travers les 2 premiers épisodes que nous avons réalisés sur cette question-là. Et aujourd'hui, nous allons vraiment essayer, comme je le disais en introduction, d'offrir des pistes de réflexion sur comment agir, comment faire bouger les lignes. C'est important aujourd'hui de ne pas être simplement spectateur. La société est aussi le miroir de nous, citoyens, comment nous agissons. Nous avons les médias que nous méritons, nous avons la démocratie que nous méritons. Et donc, c'est aussi à tout un chacun de se donner les moyens d'agir pour pouvoir faire évoluer cette problématique qui est invisible à l'œil et qui pourtant impacte tout le vivant dont nous faisons partie. Avant de parler plus précisément donc de comment agir et ensuite de comment se protéger, j'aimerais quand même vous faire réagir parce qu'en préparant l'émission, j'ai sauté sur ma chaise, je suis tombé un peu par hasard sur un site qui est connu, j'imagine, pour chacun d'entre vous, c'est le site de l'ANSES, qui est l'autorité nationale de santé, de sécurité et de l'environnement. Et donc, sur l'ANSES, je suis tombé sur la page précisément qui est exposition, ondes électromagnétiques, questions, des questions récurrentes. Et donc, je voulais vous faire réagir rapidement, pour introduire un peu cet échange, chacun sur une des questions et une des phrases que j'ai pu lire sur le site donc, de l'agence qui représente l'autorité sanitaire en France. Donc, tout d'abord, Catherine Gouillet, j'aimerais vous laisser réagir sur la question, je cite le site de l'ANSES. La question était quels sont les effets des ondes électromagnétiques sur le corps humain?
un des extraits de la réponse de l'ANSES, c'est l'exposition aux ondes émises par un téléphone mobile a été associée à une modification de l'activité électrique cérébrale. Il n'a cependant pas été démontré que ces effets ont un impact sur la santé. Quand vous entendez ça, réaction? Ça me semble vraiment minimiser ce qui se passe dans le corps. Et ensuite, ça dépend de la durée pendant laquelle vous allez téléphoner, ça dépend du DAS de votre téléphone. On ne peut pas généraliser comme ça, dire qu'il ne se passe pratiquement rien. Non. Il y a d'ailleurs le professeur Ledoy qui a montré que des tomates soumises plusieurs fois par jour à un appel téléphonique d'une dizaine de minutes sécrétaient des protéines de stress. S'exposer au téléphone, comme s'exposer à des antennes relais, c'est provoquer un stress du corps. Ça, c'est montré dans de nombreuses études qui le montrent. Alors, il y a cette fameuse protéine du stress, il y a une incidence sur le système immunitaire qui tout à coup chute, les défenses immunitaires chutent, le corps ne sait plus se défendre. Il y a également cette fameuse barrière hémato-encéphalique qui protège les cellules du cerveau, qui devient beaucoup plus perméable, et notamment à des protéines qui n'ont rien à faire dans les cellules du cerveau, provoquant, alors là, pour le moment, se posent des questions sur Alzheimer, sur le Parkinson, sur d'autres maladies neurologiques. Donc ce sont des questionnements, mais les études avancent et les études montrent que. Et donc on ne peut vraiment pas dire comme le dit l'ANSES. Il faut regarder un petit peu le nombre d'études qui sont nommées dans les rapports de l'ANSES. Et on voit qu'il y a beaucoup d'études qui sont financées de façon non indépendante. Il y a des études qui sont indépendantes, qui ne sont pas citées, qui pourtant existent, mais on ne les retrouve pas. Donc on a l'impression qu'il y a un manque du côté de l'ANSES, qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout du sujet pour permettre une vraie conclusion. Au moins une conclusion qui permette de dire prenons des précautions, attention à l'utilisation de votre téléphone portable, attention à comment on place les antennes relais, et puis on revient sur une réglementation, parce que s'il y a une réglementation qui protège des effets à long terme, ce sera vrai pour le portable, ce sera vrai pour les antennes, toute la population sera protégée, et on aura même beaucoup moins d'apparition d'électro-hypersensibilité. Parce que qu'est-ce qu'on constate, et je pense que plusieurs personnes ici peuvent en témoigner, à un moment donné, il y a une exposition à un niveau de champ assez élevé, au début on récupère. Bon, on quitte le téléphone pendant quelques temps, ou on part à la campagne, et puis plus ça va, moins le corps récupère. Et le corps récupère de moins en moins, et un beau jour, on devient électro-hypersensible. Et l'électro-hypersensibilité, pour moi, c'est un seuil d'alerte. L'augmentation de nombre de ces personnes électro-hypersensibles devrait inciter les pouvoirs publics à s'alerter et à dire il faut qu'on prenne des précautions, il faut qu'on revoie la réglementation, il faut qu'on prenne en compte les effets à long terme. Donc c'est une réponse plus que simpliste, tendancieuse et qui va vite en besogne. Une autre question auquel j'aimerais avoir votre réaction, Ludovic Fedotov, c'est toujours sur le site de l'ANSES. La question était: les ondes de la téléphonie mobile sont-elles dangereuses pour la santé? L'ANSES répond, un extrait: en l'état actuel des connaissances, les travaux de l'agence ne mettent pas en évidence de lien de causalité entre l'exposition aux ondes émises par les communications mobiles et les effets sur la santé. En tant que conseiller en environnement électromagnétique, réaction? Alors, je crois que Catherine a déjà bien abordé finalement la partie question santé, ce qui existe comme étude et ce qu'on observe aussi finalement comme autre point de vue avec des études indépendantes. Moi, ce soir, je représente aussi essentiellement l'activité commerçante de Géotellurique. Donc, on le voit quand on a les gens qui nous appellent au téléphone, on ne peut pas se positionner, nous, sur le terme santé. On s'interdit de faire ça, puisque c'est un sujet qui est normalement propre à la médecine et qui est du coup vraiment qui nécessite l'avis médical d'un médecin compétent pour avoir cet avis-là. Là où le problème, comme disait Jeanne à l'émission précédente, c'est que souvent les médecins ne sont pas forcément tellement au courant de ces choses-là, ou n'ont pas fait d'expérience par eux-mêmes avec leur patientèle. Il y a quand même, dans notre position à nous, on mentionne qu'il y a quand même suffisamment d'études pour mentionner le principe de précaution, comme la loi Abeille le proposait à l'époque, comme le Conseil de l'Europe le proposait en 2011. On est déjà depuis plus de 10 ans, presque 15 ans, avec des alertes qui prônent le principe de précaution. Quand on regarde finalement le comportement en société,
ce serait finalement ce que tout bon parent ferait pour ses enfants. On est simplement en train de réactiver, de proposer, de repenser à ce principe de précaution d'usage pour finalement une technologie moderne qui arrive un peu comme une déferlante en termes d'objets connectés. On en parlait rapidement à l'émission précédente. On se rend compte que du coup, ce principe de précaution n'est pas forcément mis en avant et que l'utilisation de ces nouvelles technologies se fait sans connaissance des potentiels impacts. Quand on regarde certaines informations qu'on peut trouver, notamment avec le baromètre du numérique, qu'on peut suivre depuis des années, avec des questions précises, particulières, posées à certains échantillons de la population, on peut voir dans le temps une évolution de type de questions et une évolution de type de réponse. D'accord. Et on se rend compte sur des études assez récentes qu'on ne retrouve plus quand on veut mettre à jour les formations récentes. Il y a certaines questions qu'on ne retrouve plus. Et il y en a une qui était très intéressante en 2021 qui montrait simplement un doute sur l'utilisation du téléphone portable et des antennes. Il y avait 3-4 questions liées aux antennes, utilisation du téléphone, mais vraiment ciblées sur finalement cette nouvelle technologie qu'on a tous les jours. C'est pratique. Mais si on vous demande si vous avez un doute sur le fait que ça a un effet ou pas nocif pour vous, qu'est-ce que vous répondez? Et on était quand même à près de 50% des échantillons sondés qui n'étaient pas sûrs. Et qui, pour eux, pensaient que c'était même une technologie qui n'était même pas sûre pour eux. C'est pas un avis pas sûr, c'est qu'ils pensaient même qu'il y aurait un potentiel impact. Mais les études étant relativement difficiles d'accès, il y a eu des études anglophones aussi qui étaient difficilement accessibles pour le commun des mortels, puisqu'on n'est pas tous spécialistes du domaine, et ça demande du temps. Il y a des gens qui ont fait des livres pour essayer de les vulgariser, de les rendre accessibles, mais tout le monde ne va pas lire ça. Donc effectivement, si derrière il n'y a pas les normes qui s'alignent, depuis 2011 où on prône le principe de précaution par rapport à des études indépendantes qui montrent qu'il y a des effets sur le vivant, du coup, effectivement, c'est compliqué de conseiller des gens sans avoir finalement l'air complotiste, alors qu'au final, on s'appuie sur des informations scientifiques. On essaie vraiment de rappeler ça. On est sur du scientifique et on voudrait un débat scientifique. Qui est difficilement accessible. Et donc, face au principe de précaution, c'est une course en avant qui est réalisée. Et d'ailleurs, avec des contradictions, parce qu'on peut lire aussi des fois des communiqués de l'ANSES qui dit que les enfants doivent éviter d'utiliser les téléphones portables. Et là, dans cette question, ils nous disent que c'est pas dangereux pour la santé. Pourquoi les enfants ne doivent pas les utiliser s'il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre les effets négatifs? Guy Lerat, j'aimerais vous faire réagir sur un autre extrait du site de l'ANSES à la question ligne à haute tension, quel risque pour la santé? L'ANSES répond, l'ANSES n'a pas mis en évidence de lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence dans l'environnement quotidien et des effets sur la santé. Réaction? L'ANSES devrait un peu revoir ses notes quand même, parce que le lien entre les lignes à haute tension et les conséquences sur la santé sont reconnus déjà depuis des années. En Belgique, ils ont fait l'objet de la création d'une ASBL, enfin d'une NGO ou ONG comme vous dites, qui s'appelle TestLabel, qui a été à l'origine fondée par le docteur Santini et par Jean-Marie Danse, qui étaient des spécialistes de la matière et qui se baladaient la nuit avec des tubes néons sous les lignes à haute tension pour montrer qu'il y avait effectivement un champ magnétique qui était très important, qui était dégagé. Et ils s'amusaient à faire des batailles de sabres sous les lignes à haute tension. Les néons s'allumaient donc. Ah oui, puisque dans un néon, vous avez un gaz, et le gaz est excité par le champ magnétique qui est créé, et automatiquement, les néons s'allument. C'est assez gag à voir, et ce sont de très vieux films, mais ce sont des symptômes, ce sont des conséquences qui sont reconnues depuis des dizaines d'années, qui ont fait l'objet d'études, qui ont montré un lien avec les cancers et le fait d'habiter sous des lignes à haute tension. Donc je dirais que c'est revenir en arrière par rapport à des acquis qui ont été prouvés. En Belgique, nous avons maintenant un très gros combat avec ce qu'on appelle la boucle du Hainaut, qui va être le fait de distribuer en Europe toutes les éoliennes qui sont dans la mer du Nord pour pouvoir redistribuer le courant électrique en Europe en passant via le nord de la Belgique. Et les gens sont absolument catastrophés parce qu'ils ont une maison sur la future ligne à haute tension, etc. Alors on donne des normes de respect qui varient en fonction de la puissance des lignes à haute tension que l'on va avoir. Il faut plusieurs kilomètres parce que oui, c'est 80 mètres ou c'est 100 mètres ou c'est 400 mètres. Mais là, vous avez les mêmes discours, que ce soit les opérateurs français, que ce soit les opérateurs belges, que ce soit les opérateurs canadiens avec hydroélectrique, etc. Vous avez le même discours. Il n'y a aucun lien entre les lignes à haute tension et l'électrohypersensibilité ou les conséquences sanitaires que ça pourrait avoir.
la discussion est close. On a des normes, on respecte les normes. Taisez-vous, ne nous emmerdez pas avec vos conneries. C'est vraiment du blabla, c'est dans votre tête, il n'y a pas de lien. Bon, maintenant, je crois que c'est aux citoyens à aller plus loin dans sa démarche pour pouvoir vraiment explorer ce qu'on nous raconte et le mettre en doute pour voir si c'est une réalité. Malheureusement, ce sont des matières très techniques et qui sont difficiles à aborder. Par rapport à ce que disait Ludovic, on a ressorti ici une étude, je crois qu'elle est de 2014. C'est un chercheur suédois, c'est Olle Johansson, je ne sais pas, vous le connaissez, qui vient de montrer que jusqu'à une certaine époque, avant l'apparition du GSM, la maladie dans la population, je crois que c'était au Danemark, s'était stabilisée à plus ou moins 40-45 000 personnes. Et que depuis la mise en place du smartphone, parce que vous n'utilisez pas le mot GSM chez vous, c'est monté à plus de 200 000 personnes maintenant, directement en invalidité, en incapacité, enfin, différentes pathologies qui peuvent être liées à un ralentissement au niveau des activités économiques de l'individu. Mais voilà, ce sont des chiffres que l'on nous balance en permanence. Tous les scientifiques que l'on connaît, qu'ils soient canadiens comme Paul Héroux, qu'ils soient norvégiens, qu'ils soient peu importe, je dirais qu'il y a un consensus scientifique indépendant qui montre les liens entre les pollutions électromagnétiques et les maladies qui peuvent en résulter. Merci. J'espère que l'ANSES aura la chance d'écouter cette émission pour revenir au réel, eux qui tentent de le déformer. Et une dernière réaction, Jeanne Laurent, sur la question, vous en tant qu'électro-hypersensible, sur le site de l'ANSES toujours, qu'est-ce que l'électro-hypersensibilité ? L'ANSES répond, les connaissances scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence de lien de cause à effet entre les symptômes dont souffrent les personnes se déclarant EHS et leurs expositions aux ondes électromagnétiques. Alors, moi aussi, je suis assez critique sur ce niveau de réponse, puisque déjà, ce n'est pas une réponse à la question, et c'est une assertion qui va juste balayer sous la table la question posée. Qu'est-ce que l'électro-hypersensibilité ? Si la réponse parle de les connaissances scientifiques actuelles, eh ben dans ce cas-là, on a besoin qu'on nous précise de quelles connaissances scientifiques parle-t-on et qui parle en fait. Et pour avoir une bonne définition de ce qu'est l'électro-hypersensibilité, j'invite à consulter le site de recherche qui s'appelle du groupe de recherche ARTAC. Et le site, c'est ehs-mcs.org. Et pour les personnes qui ont du mal à passer du temps devant un écran, d'imprimer les documents qui sont mis là. Mais on a une bonne trentaine de chapitres sur la question de l'électro-hypersensibilité, d'où ça vient, comment ça apparaît, quels sont les marqueurs aussi physiologiques avec les analyses qu'on peut faire, analyse de sang, analyse d'urine, électroencéphalogramme. Et Catherine en parlait précédemment aussi sur justement ces lieux qui permettent de faire des analyses poussées pour poser un diagnostic. Et quant à moi, je ne suis pas scientifique, mais je n'ai pas besoin qu'on me fasse état des connaissances scientifiques pour savoir à quel point je suis impactée, si j'ai mal ou pas. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un qu'on brûlerait avec une cigarette s'il connaît les connaissances scientifiques qui font état de à quel point ça brûle une cigarette? C'est-à-dire, je peux avoir une brûlure une fois, ça peut résorber, et si j'en retrouve une brûlure une deuxième fois, et si on en met une troisième, quatrième, là ça s'appelle de la torture. Et je dirais que pour l'électro-hypersensibilité, moi, ma définition, simplement, c'est une intolérance à l'exposition aux ondes électromagnétiques artificielles. Donc c'est une réaction, comme une allergie, comme certains ont des allergies rhume des foins, comme on dit, ou poils de chat. On a chacun des intolérances, puisqu'on nous sommes tous différents, donc on ne va pas réagir de la même manière. Et que cette intolérance à l'exposition aux ondes électromagnétiques artificielles, elle peut être réversible si, jusqu'à un certain point, si on arrive à trouver des périodes de sevrage, de non-exposition. Parce que pour moi, la meilleure solution, c'est ne pas faire, ne pas être exposé. Voilà, stratégie d'évitement. Mais on peut se rendre compte qu'on peut récupérer un équilibre de santé dès lors qu'on n'est pas impacté de tous les côtés par les ondes. Et il faut bien qu'on s'inquiète de cette problématique parce qu'il peut y avoir des moments où il y a des dommages irréversibles qui peuvent apparaître. Si je peux compléter. Donc nous avons la chance de vivre dans un lieu qui est une zone blanche, donc c'est un lieu dans lequel il n'y a pas d'ondes,
que nous avons pu trouver en 2019. Et depuis cette époque, nous faisons de l'accueil de personnes électro-hypersensibles. Donc je ne suis pas scientifique comme le docteur Bellepomme. Je sais simplement que quand j'arrête de taper sur ma main avec un marteau, j'ai moins mal. Et c'est effectivement ce qui se passe avec tous les électro-hypersensibles qui viennent chez nous. C'est qu'à partir du moment où ils sont mis en éviction pendant une certaine période, il y a disparition des symptômes qui les traumatisent tout le temps. Mardi matin, avant de venir ici, j'ai eu un coup de fil d'un Belge qui souffre d'acouphènes très importants qui lui brûlent les oreilles. Il a demandé à pouvoir passer chez nous pour pouvoir avoir une période de repos et d'éviction. Et voilà, il est là chez nous maintenant depuis mardi. Et bon, ça va mieux. Maintenant, il peut de nouveau reprendre un cours normal de la vie dans le sens où il peut récupérer au niveau du sommeil. J'ai une autre dame au mois de janvier qui a perdu son logement, qui a perdu son travail, qui a perdu sa famille, qui a tout perdu, qui est à la rue et qui m'a téléphoné pour demander si je ne pouvais pas l'héberger pendant un mois pour lui permettre d'avoir des démarches qui la permettraient de se réinsérer dans la société. Il faut comprendre que l'électro-hypersensible est réellement un paria. Vous voyez, avant, vous aviez les lépreux qui se baladaient dans la rue avec leur clochette au bout du bâton pour se faire remarquer. C'est exactement ça que nous avons pour le moment. L'éviction est quasiment la seule solution pour ces électro-hypersensibles d'essayer de trouver une sorte de repos. Maintenant, tu disais... c'est réversible ou c'est réversible jusqu'à un certain stade d'exposition, mais malheureusement, nous avons eu énormément d'électro-hypersensibles qui sont arrivés à un point d'irréversibilité. Et là, c'est un changement comportemental total dans la vie de tous les jours. Oui. Ils doivent apprendre à vivre autrement. Ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils n'ont plus aucune vie sociale, ils perdent leur emploi et ils ne sont pas reconsidérés comme handicapés ou comme personne qui a des difficultés parce que la médecine, dans son enseignement, je crois, consacre en tout et pour tout 10 à 15 minutes de l'enseignement global d'un médecin à l'heure actuelle. Donc ce sont des pathologies qui sont inconnues, qui sont nouvelles, qui arrivent et qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles remettraient en état, elles remettraient en... toute une économie en question par rapport à une utilisation qui a été mise en place. Maintenant, pour le tabac, ils avaient trouvé un renfort qui était la nicotine qui a permis d'organiser le flush qui allait directement au cerveau et ils ont augmenté au fur et à mesure tous les moyens techniques pour que, par rapport au fait de tirer sur une cigarette, le flush, donc cette réponse au niveau du cerveau limbique, soit beaucoup plus immédiate. Pour l'utilisation du GSM et pour les ondes, on utilise les mêmes techniques, sauf que là, on est passé par une addiction. On a une addiction au GSM maintenant, on a une addiction au smartphone, on ne sait plus s'en passer. C'est réellement devenu un objet du quotidien qui pourrait être quasiment greffé dans la main. Donc voilà. Mais des témoignages, on en a beaucoup, et le lien, pour moi, il ne fait absolument plus aucun doute. Ça soulève beaucoup de questions, hein, votre intervention autour de nos addictions aux écrans et de notre dépendance. Et quelle violence de la part d'une autorité sanitaire qui devrait tous nous représenter. C'est une forme de maltraitance de faire que tant de citoyens, on parlait dans la première émission de près de 5% de la population qui serait électro-hypersensible et qui sont mis de côté. C'est tout simplement inacceptable. Avant de rentrer sur des informations plus positives pour agir et se protéger, j'aimerais encore déconstruire deux critiques sur lesquelles je suis retombé très régulièrement sur Internet, quasiment à chacune de mes recherches, surtout qu'évidemment on sait très bien que les moteurs de recherche orientent les pages de résultats. Donc la première critique qu'on entend beaucoup, c'est le fait que c'est très controversé, même par exemple par des organismes comme le Conseil de l'Ordre des médecins. Pourquoi même des organismes comme l'Ordre des médecins, selon vous, Catherine Gouillet, a tant de mal à prendre à cœur cette problématique des ondes ? Il est vrai que l'Ordre des médecins est une institution très conservatrice, qui a été créée par Pétain, je le rappelle. C'est quand même pas récent, et on vit toujours sous son dictat. Les médecins vivent toujours sous son dictat. Le professeur Bellepomme, d'ailleurs, en a fait les frais. Le professeur Bellepomme et d'autres en ont fait les frais, en étant interdits de pratiquer pendant quelques années, ou quelques mois, quelques années. Et alors pourquoi est-ce que cet ordre des médecins, qui est très lié, malgré tout, à l'État, enfin, au pouvoir ambiant, est évidemment, comme le pouvoir ambiant, très soumis au pouvoir des lobbies. Et les lobbies ont vraiment un pouvoir immense. Et ils offrent aux médecins tout plein d'éléments, des tablettes, il faut regarder un peu des vacances, etc., etc. Et ça marche, et c'est vrai. Et CRIREM, quand on
voit une personne électro-hypersensible, on lui recommande bien de ne surtout pas aller voir son médecin en disant « je suis électro-hypersensible ». Non, parce qu'alors là, vous n'êtes pas, vous, capable de faire votre propre diagnostic. Il faut surtout présenter les symptômes. Voilà, quand je prends le téléphone, eh bien, mon oreille rougit, j'ai mal ici, j'ai mal là. J'ai remarqué que quand je suis à proximité de l'antenne, je suis chez ma voisine ou la copine à proximité de l'antenne, j'ai la tête qui tourne, j'ai des acouphènes. Parler de ces symptômes, mais ne pas donner son diagnostic. Enfin, c'est une recommandation qu'il faut absolument faire pour les personnes électro-hypersensibles parce qu'elle leur nuit. Et nous, on veut qu'avant tout, le médecin soit amené tout seul à poser les bonnes questions et à se poser les bonnes questions. Et si c'est lui qui arrive au diagnostic, qui arrive en tout cas à la question de peut-être bien aller vous faire diagnostiquer, ce sera beaucoup plus facile que si la personne arrive dans le cabinet en disant « je suis électro-hypersensible, je veux me faire diagnostiquer, donnez-moi un courrier pour le médecin du CHU, de je ne sais où ». Alors, vous voyez, c'est un conseil en termes de stratégie. Voilà, c'est une stratégie qu'il faut vraiment respecter. Parce qu'on remarque que quand elle est respectée, on a beaucoup plus de résultats. Oui, mais malheureusement, quand vous arrivez comme ça et que vous dites, voilà, j'ai des symptômes, les médecins vont vous prescrire tout un tas d'analyses, de scanners, etc., qui sont un parcours absolument insupportable pour les électro-hypersensibles qui se retrouvent dans un milieu hospitalier ou un milieu médical qui les bombarde encore plus. Alors, la plupart des gens que nous, on a rencontrés et qui ont suivi ce chemin reviennent tous avec des analyses qui sont négatives. Donc, il n'y a pas de problème en tant que tel. Il n'y a que des symptômes. Et là, derrière, le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut proposer des traitements. Mais il n'y a aucun traitement qui fonctionne par rapport à l'électro-hypersensibilité. Donc la seule chose qu'il peut donner, ce sont des anti-angoissants ou autres pour pouvoir, ou des antidouleurs éventuellement, pour pouvoir aider la personne en tant que telle. Maintenant, il y a une autre chose que j'ai pu constater il n'y a pas tellement longtemps en discutant avec un médecin homéopathe qui est plus dans des thérapies, je dirais, en dehors de la médecine traditionnelle. Il y a, et ça on oublie de le dire, perte d'efficacité des traitements quand on les donne à partir du moment où ils sont exposés aux champs électriques et électromagnétiques ambiants. Si vous prenez l'homéopathie, elle est basée sur l'information. Or là, vous avez une surinformation à base d'ondes qui vient se superposer à l'information qui est contenue dans la cellule du médicament, dans la mémoire du médicament, et qui annihile totalement les effets éventuels de ce médicament. Si vous poursuivez des traitements homéopathiques, par exemple, je ne sais pas si on le fait encore en France, si vous allez à la pharmacie, prenez un papier d'aluminium, emballez votre médicament dès que vous sortez dans le papier d'aluminium, ne le mettez pas en contact avec un aimant que vous auriez dans votre sac ou avec un gel qui sera à proximité, vous rentrez chez vous, ne le posez pas sur votre frigo et ne l'ouvrez que quand vous allez l'utiliser. Sinon, vous perdez toute la notion même de l'information en matière d'homéopathie. Je réfère à ça par rapport aux études qui ont été faites par Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau et sur Luc Montagnier par rapport à ça. C'est de l'information. Et là, nous avons une surinformation qui vient annihiler totalement le pouvoir du médicament. C'est la même chose avec les antibiotiques qui sont prescrits et autres. On dit qu'ils perdent en effet et autres, mais ils perdent également en capacité informative. Donc voilà, c'est un très très gros problème au niveau du soin. Merci beaucoup Guy Lara pour ces précisions. Une question pour Jeanne avant de passer à agir et se protéger. Une critique qui revient souvent, c'est qu'il y a un business en fait autour du bien-être et autour de l'électro-hypersensibilité, excusez-moi, et que certains en fait exploitent le mal-être d'individus en situation de fragilité pour des intérêts mercantiles, impersonnels, en vendant des technologies ou des outils inefficaces. Qu'est-ce que vous répondez en tant qu'électro-hypersensible? Je vais répondre et après je voudrais compléter la réponse de Guy également. Je vous en prie. Par rapport à toute personne qui a une difficulté à sa santé, son premier souhait c'est de retrouver la santé. Et du coup, en effet, c'est la porte ouverte aux marchands du temple. C'est valable pour n'importe quel type de problème de santé. Donc cette problématique n'est pas spécifique
à l'électro-hypersensibilité. Je veux vraiment le signaler parce que, en fait... Et en termes de chiffres, elle ne représente quasiment rien par rapport aux milliards qui sont générés par la vente des bandes de fréquences pour les ondes ou ce que les opérateurs récoltent à travers leur abonnement. Donc, ouais. Oui. Et par rapport à ça, moi, la réponse que je pourrais dire, c'est que, en effet, il y a un marché qui semble se développer parce que le plus on en parle, le plus il y a des personnes qui vont faire des propositions de solutions. Quant à moi, je pense que c'est plutôt à chaque personne, puisqu'on est tous différents, on a des réactions différentes, on a des ressentis et des vécus différents aussi par rapport à l'exposition et au choc des impacts de l'exposition aux ondes électromagnétiques artificielles. C'est à chacun de faire usage de son bon sens quand il est encore en capacité, parce que c'est vrai que l'électro-hypersensibilité, moi, plutôt que de parler de maladie psychiatrique, et je rappelle, je ne suis pas médecin non plus, nous, on va plutôt parler dans le monde associatif de handicap fonctionnel. Voilà. D'une certaine manière, vous laissez quelqu'un assis sur une chaise électrique un certain moment en activité, on peut constater des troubles, voire des fois létaux, puisque ça a été un outil utilisé à une époque. Pour la fin de vie de certains sujets. Mais en tout cas, sur des critères objectifs, il faut aussi laisser confiance dans chaque sujet, à son ressenti, son vécu. Si on a mal quelque part, ça doit être entendu. Il n'y a pas une santé unique. On est tous différents par rapport à ça. Donc, comme Guy le disait aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'en fonction aussi de l'exposition à laquelle on est soumis, aux possibilités d'être à l'écart ou en sevrage aussi par rapport à des habitudes, parce que ça demande de remettre en cause énormément d'habitudes de la vie contemporaine au niveau d'un monde connecté, un monde de l'information. Et pour rejoindre Guy, quand on dit que donc au niveau de l'homéopathie, qui est une transmission d'informations, moi j'ai envie de faire aussi écho aux travaux de professeur Marc-Henri, qui prend la suite des travaux sur la mémoire de l'eau. Nous, notre corps, il est à 90% d'eau, plus ou moins, et puis ça dépend de la façon dont on va le quantifier. Mais en tout cas, dans les marqueurs pour faire les diagnostics, pour repérer l'électro-hypersensibilité chez les sujets, on va observer un stress cellulaire et les cellules ont cette mémoire et prenant toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Bon, par exemple, moi je suis ici après un temps assez long dans le studio et je suis en alerte totale. En fait, je ne suis pas sous baldaquin comme Guy. J'ai mis une protection minimaliste ici, mais en fait, j'ai des impacts qui fusent, ne serait-ce que par l'éclairage. Et les personnes ne se rendent pas compte aussi de ces impacts qui viennent par les lumières des écrans, les lumières des éclairages. Enfin, si on a un temps dédié à ça, on en parlera plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que une personne, pour répondre à ta première question, une personne qui est en difficulté de santé, elle va tout faire, tout ce qui lui sera possible pour se rétablir, qu'on ait des moyens ou pas de moyens. Et qu'on n'ait pas de moyens, pour moi, la solution la plus simple, c'est de ne pas faire, c'est de s'extraire de l'exposition. Et si on est chez soi, eh ben, tout simplement, on disjoncte. On coupe le courant et on éteint tous ces appareils connectés. On ne laisse pas en veille un ordinateur ou un téléphone. De son téléphone mobile, si on utilise encore un smartphone, on va couper les données mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth, parce que aussi certains téléphones portables aujourd'hui, on pense les éteindre, mais en fait ils ne sont pas éteints. Et tant qu'on ne peut pas enlever une batterie à un téléphone, moi je considère qu'il n'est pas éteint. On va y revenir sur les opérations, enfin les actions concrètes qu'on peut faire au quotidien. J'aimerais avoir votre réaction aussi, Ludovic. Vu que vous êtes un acteur économique dans le milieu des pollutions électromagnétiques. Commerçant, tout à fait. J'imagine que c'est des critiques que vous recevez régulièrement, et quelle est votre position par rapport à ces critiques qui sont en grande partie fallacieuses au vu de la réponse déjà de Jeanne qui était très pertinente? Alors merci déjà effectivement de donner la parole sur ce sujet. Effectivement, on y est confronté. On y est confronté de façon plus ou moins directe et plus ou moins propre aussi. Donc on découvre des fois au détournement de vidéos que des choses ont été finalement dites, même sans être mentionnées. On voit bien finalement que le sujet ou nous confrères, hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des commerçants en France, en tout cas je parlais pour le territoire français, le marché français, il n'y a pas tant d'acteurs que ça, économiquement, et puis c'est des petites boîtes.
On a vraiment très peu de grosses sociétés, ou alors ils travaillent dans le milieu industriel, et là on n'est pas sur la même problématique. On est certainement sur des mêmes notions physiques, mais on n'est pas du tout sur les mêmes questions initiales. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ces petites entreprises qui essayent de suivre des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, des parias, des gens qui sont isolés, qui cherchent des solutions en dehors des sentiers battus, en dehors des consensus au final, parce qu'on est vraiment en dehors de toute règle, c'est des gens qui avaient confiance et qui tombent. Donc les gens qu'on a au téléphone en pleurs, on en a quelques-uns quand même régulièrement, qui du coup, d'un coup, comprennent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à tout ce dont ils ont cru jusque-là. Donc c'est des gens qui, à une époque comme moi, étaient en open space, à 200 à l'heure dans Paris, et puis qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus mettre les pieds dans un métro. C'est tout un monde qui s'effondre. C'est tout leur monde qui s'écroule. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas des gens qui ont créé des belles histoires, qui ont créé finalement des comment faire avant eux, eh bien, c'est pareil, c'est des gens qui vont errer pendant un certain temps pour essayer de réécrire des histoires. On parlait, dans la question de tout à l'heure, pourquoi on considère globalement que c'est une maladie psycho et non pas une maladie organique. Donc, au final, à force de ne pas les considérer dans leur état, on crée des gens qui, en tant que parias, finalement, dans une société mis en marge, deviennent vraiment esseulés. Et psychologiquement, c'est très dur. Et donc, quand ils ont une oreille pour écouter et comprendre ce qui leur arrive, et même peut-être proposer des solutions, là, oui, effectivement, on arrive dans un moment où il faut trouver un équilibre entre devenir spécialiste et faire ça tous les jours, faire du commerce pour manger la soupe le soir. Au final, il y a tout cet équilibre-là, effectivement, qu'il faut arriver à trouver. Mais des attaques de gens qui ont lu en diagonale, par exemple, ce qu'on propose, et qui vont essayer d'attaquer. On a entendu, moi j'aime bien cette image-là, mais sur YouTube, quelqu'un qui a un avis très intéressant sur beaucoup de choses, mais qui là, du coup, est allé un peu vite, et critiquait le fait qu'on vendait de la lessive anti-ondes, par exemple. Et ça, c'était très intéressant. Ça montrait finalement que ça avait été lu un petit peu en diagonale, parce qu'en fait, c'était simplement, juste pour expliquer, c'est simplement un produit qui permet, alors pas celui-là, mais de nettoyer des tissus de blindage, donc plutôt comme ça, et de les respecter en fait, pour qu'ils aient une durée de vie. Donc il y a une lessive spéciale. Mais elle n'est pas du tout anti-ondes. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Rapidement, je vous en prie. Donc, j'ai été chargé ici pour le futur rassemblement européen de contacter tous les fournisseurs en France, en Allemagne, dans différents pays, en Suisse, etc., pour les inviter à venir exposer leurs marchandises durant ce rassemblement qui a lieu ce week-end-ci. Et avant ça, j'ai fait plusieurs études, ne serait-ce que pour trouver un tissu qui soit transparent, respirant et qui ait une bonne efficacité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils vendaient tous la même chose, que l'origine de tous ces produits était la même, et que la façon de vendre avait certains biais. Et là, je ne rentre pas de fond dans le bazar, mais je veux dire que les tissus sont montrés avec des schémas qui sont toujours en croissance, mais on a inversé les abscisses et les ordonnées. On a raccourci les abscisses pour montrer qu'il y a des courbes ascendantes au niveau des efficacités. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que certains produits, comme les peintures, sont très efficaces, c'est réel, c'est vrai, mais demandent des sécurités d'application très importantes. Parce que mettre une peinture sur un mur ne suffit pas à protéger l'ensemble d'une pièce. Il faut également protéger les fenêtres, les portes, les toits, ceux qui arrivent par en dessous, etc. Donc ce sont des notions qui doivent être appréhendées de façon spécialiste pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui devient efficace. Sinon, après, on a de la déception et du rejet dans ce public qui est complètement dégoûté de ce marché d'exploitation, ce qui en fait en partie l'explication de votre question. Voilà. C'est une parfaite transition parce que je voulais rentrer dans cette partie comment agir au niveau plutôt global. On rentrera après dans la dernière partie de l'émission sur comment se protéger plutôt à l'échelle du particulier. Mais chacun, vous êtes acteur dans vos différents domaines avec vos différentes casquettes. Vous êtes acteur de ces enjeux autour des pollutions électromagnétiques. Et donc vous parliez à l'instant de ces rencontres européennes que vous avez organisées à 2 reprises vers chez vous en Belgique. J'aimerais aussi que Jeanne nous parle de l'appel des Canaries qui a été lancé par le prix Artem, c'est ça? Ludovic aussi, acteur. J'aimerais que chacun, vous me donniez 1 ou 2 exemples pour pouvoir agir plutôt à l'échelle macro, à l'échelle de la société, à l'échelle de la sensibilisation, à l'échelle d'événements pour faire connaître les enjeux autour de cette pollution. Donc un petit tour de table. Je ne sais pas, Catherine Gouillet, si vous voulez commencer. Comment le crierait, mais vous, en tant que personne aussi, vous essayez de faire bouger les lignes à grande échelle. Eh bien, nous essayons d'être présents dans les instances. Quand on nous demande un audit, on est audité par différentes instances. On peut être audité par l'ANSES, par l'Agence nationale des fréquences,
par l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On peut être donc audité où on donne un avis sur le sujet qui est proposé, parce que c'est en général des sujets très ciblés. Donc on donne un avis. On a l'habitude, on analyse beaucoup les rapports qui sont produits. D'accord. Notamment par l'ANSES, et on donne des avis. Et ces avis, on les essaime vers des avocats, vers des personnes en difficulté. Ce sont des argumentaires, on construit des argumentaires pour dire voilà ce qu'on peut utiliser ici, ce qu'on peut utiliser là, et comment on peut démontrer que la problématique là, eh bien, elle peut être impactée, ou il y a ce texte qui nous dit que. Donc une bonne connaissance des textes officiels est très importante pour rédiger un rapport notamment. Parce que ça, c'est vraiment essentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place la formation qualifiante de Le Mans Université, dans le service de la formation continue de l'université, ou une formation qualifiante qui est dédiée au rayonnement électromagnétique, qui est destinée à tous ceux qui s'intéressent à cette problématique et qui viennent déjà connaître un peu au niveau physique. Il y a une partie physique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Puis ensuite une partie sur l'impact sur la santé qui est traitée par un médecin. Et puis ensuite, une partie sur la réglementation, qui là, nous permet d'être à l'aise dans la réglementation, de comprendre, parce que la réglementation, elle est très complexe. La directive européenne 2013, il faut l'analyser avec grande précision pour pouvoir en sortir des éléments qui permettent d'avancer. Enfin, vraiment, il faut connaître tous ces textes. Et puis ensuite, dans cette formation, on peut suivre simplement ces 3 jours, mais on peut également aller plus loin, puisque là, on entre dans le domaine de la mesure, puisque mesurer, c'est déjà faire de la prévention, c'est connaître où est-ce que j'en suis, comment ça se passe autour de chez moi, comment ça se passe chez moi. C'est important pour une personne EHS de connaître, de savoir quelles sont les fréquences qui l'impactent, etc. Connaître son milieu. Et ça permet, en général, ça peut permettre d'aller dans des actions en justice, ça peut permettre d'avoir un argumentaire face à un bailleur social, face à un bailleur privé, pour faire modifier son environnement. Donc c'est pour nous important de bien connaître tous ces textes et de bien les utiliser et de faire savoir donc à d'autres que ça existe et qu'il faut l'utiliser. Et ça, le principe des mesures, par exemple, il y a deux temps, et deux temps de 3 jours, enfin 3 jours et 2 jours, voilà, sur la mesure, qui permettent aux gens de manipuler les appareils de mesure, de savoir la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un détecteur et qu'est-ce que c'est qu'un mesureur, quelles sont les unités qu'on utilise, parce que sur les basses fréquences, on est plutôt sur des micro-Tesla, sur les HF, on est plutôt sur des volts par mètre. Enfin, voyez, il y a besoin d'une formation, on peut pas simplement acheter un appareil. Voilà, acheter un appareil, on ne comprend pas ce qu'il va nous dire, quoi. Il faut vraiment bien connaître son appareil et bien être capable d'interpréter pour faire un rapport qui soit un vrai rapport. Et donc quand les gens sortent de cette formation, d'ailleurs le devoir final, puisqu'il y a un devoir de 4 heures, c'est de faire un rapport et on regarde si les personnes ont bien intégré toutes ces données qu'on a pu enseigner. Donc pour nous, voilà, ça, la formation, c'est vraiment une manière aussi de se battre pour qu'il y ait une protection. Et puis bien sûr, c'est d'aller dans toutes les instances où on peut être présent pour dire il faut protéger des effets à long terme, il faut protéger des effets à long terme. Mais je crois que quand on invite le CRIREM, on n'a même plus besoin de le dire parce que tout le monde sait que c'est notre cheval de bataille. Notre texte fondateur, c'est le texte de la Commission européenne Tamino, qui est le seul texte voté et qui parle des effets à long terme et des effets à court terme et qui propose 2 normes. Donc c'est vraiment essentiel de connaître ce texte. Donc il sera dans le livre, c'est le seul endroit où on peut le trouver comme ça. Il est sur le site du CRIREM, crirem.org, CRIREM avec 2 i, c'est très important, c'est RIREM.org, on peut le trouver là également. Et dedans, on vous parle de nombreuses études que les parlementaires avaient écoutées et lues. Ils avaient audité de nombreuses scientifique. Enfin, ce texte, il ne sort pas comme ça du chapeau. C'est un texte qui est largement argumenté, qui malheureusement n'a pas été suivi par la Commission européenne, puisque c'est la Commission européenne qui a déterminé quelles seraient les normes et qui n'a pas... rappelons que la Commission européenne, c'est un vote entre États, ce n'est pas un vote de parlementaires élus par le peuple. Aujourd'hui, tous les textes qui protègent des rayonnements, protègent entre guillemets des rayonnements électromagnétiques, ne sont pas des textes votés par des parlementaires, ce sont des textes décidés par des instances qui, à mon avis, écoutent beaucoup les lobbyistes. Et si vous n'étiez pas à l'origine de ces formations ou encore de ce lobbying que vous réalisez, en plus en tant que centre de recherche indépendant, vous êtes objectif en tant que scientifique, donc indiscutable et légitime pour parler du sujet. Et si vous ne formiez pas, ça ne serait pas les industriels ou les opérateurs mobiles qui formeraient des techniciens pour développer les compétences de nouveaux professionnels qui permettent d'agir dans ce domaine. Voilà. Mais Guy Laura voulait réagir, je crois.
D'abord, moi, le principal instrument de mesure, je dis toujours, il faut se balader avec un EHS dans sa poche. Parce que lui va réagir là à des endroits où vos appareils ne fonctionnent pas, enfin, ou ne donnent pas une mesure suffisante par rapport à la susceptibilité de l'individu. C'est la limite. En ce qui concerne, je dirais, le travail que l'on peut faire à l'heure actuelle, suite au rassemblement qu'on a fait, il y a une institution qui s'est créée, qui est l'ESC, l'Europeans for Safe Connections, qui travaille beaucoup au niveau du Parlement et qui a été occupée durant ces derniers mois et ces dernières semaines jusqu'au 23 avril 2024, qui est quand même une date à marquer d'un trait rouge, où le Parlement européen, le Conseil, etc., ont voté ce qu'on appelle le Gigabit Infrastructure Act. Je sais, c'est barbare. En abrégé, c'est GIA. Et c'est une sorte de tapis rouge que l'on a déroulé devant tous les opérateurs pour leur permettre de développer le plus rapidement possible la 5G et la fibre pour leur permettre d'atteindre leur objectif en 2025 et en 2030 pour la 6G. Cela veut dire également qu'ils ont voté une recommandation qui est valable pour tous les États. Cette recommandation, malheureusement, elle imposera le fait que ce soit les autorités locales ou que ce soit les électro-hypersensibles ou les citoyens qui voudraient s'opposer à l'implantation d'une antenne, n'aient plus leur mot à dire. Simplement, c'est couper la parole à toute réprobation éventuelle de l'implantation d'une antenne. C'est encore d'autres mesures, mais voilà, c'est en tout cas très très important. Je vais te réagir, mais après je vais vous poser une autre question, Guy, j'avais oublié, je vous en prie. Et on a regardé également un texte qui s'appelle un texte de simplification. Le texte de simplification des mesures obligatoires pour les opérateurs avant implantation d'antennes. Et ce texte, il va sans doute être distribué, il a un retour vers l'État, vers les ministères, mais dans ce texte, c'est la loi qui est écrite. Et on vous modifie le code de l'urbanisme, et on vous modifie le code, l'article un tel du On réduit les contraintes. Mais complètement, les contraintes sont réduites, et on propose aux députés de voter des articles de loi nouveaux ou modifiant les articles existants dans le code de l'urbanisme, dans le code des télécommunications, et autres textes qui sont des textes votés par des parlementaires, qui sont des textes qui sont aujourd'hui en application et qui les gênent. Et ça, c'est dans le... On a pu travailler sur ce texte et voir tout ce qui était demandé par les opérateurs. Et ils réécrivent carrément la loi. Les députés n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus qu'à « Ah oui, ok, on vote, et puis c'est tout ». Et ça se passe dans de nombreuses situations comme celle-ci, au Parlement français comme au Parlement européen. C'est vraiment un point qu'il faut bien voir. Ils ont tout. Députés qui n'ont même plus à écrire les textes puisqu'ils leur sont servis sur un plateau d'argent par les opérateurs pour leur faciliter le travail, avec un petit chèque en dessous du papier. Mais bon, ça je sais pas, je suis pas allé voir. On le voit par transparence. Moi, c'est hyper perturbant, ça laisse sans voix, vraiment. C'est à la fois, c'est David contre Goliath. Vous essayez de faire bouger les lignes et on voit qu'au niveau des moyens financiers et d'influence aujourd'hui du monde économique et industriel, l'influence est tellement déséquilibrée qu'au final, malgré votre courage, votre engagement, votre combativité avec chacun avec vos casquettes, au final aujourd'hui c'est très dur. Et quand on envoie des communiqués de presse à la presse, on essaie d'arroser toute la presse. Alors, résultat ? Rien ne sort. Et pourtant vous êtes la référence en France, en tout cas de ce que j'ai pu voir de mes recherches. Ah oui, mais là-dessus, rien ne sort. Oui, mais croisez un peu les intérêts financiers des opérateurs avec les intérêts financiers des médias ou existants sur le terrain à l'heure actuelle, et vous verrez qu'au-dessus, tout en haut de la pyramide, ce sont toujours les mêmes personnes qui contrôlent à la fois et les opérateurs et les médias qui sont actifs sur le marché. Avant de parler des World EHS Day et d'autres actions que mène Cœur de EHS, juste tout à l'heure j'ai oublié, Guy Lerat, de vous poser la question, vous concrètement, qu'est-ce que ça a impacté dans votre quotidien d'être EHS ? Parce que là, on parle d'humains, on parle beaucoup aussi de chiffres, de normes, de mesures, etc. Mais derrière, ces émissions, elles sont aussi là pour parler des humains qui, derrière, face à cette pollution invisible, subissent au quotidien cette violence. Moi, je crois que la première conséquence, c'est que ça m'a rendu humain. Donc, dans le sens où, maintenant, excusez-moi, quand les gens viennent se présenter chez nous, on a quasi-obligation de les aider, parce qu'on sait... Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je dis, on a une quasi-obligation de les aider, parce qu'on connaît le désarroi dans lequel ils se trouvent, cette confusion mentale, cet état de combat qu'ils ne peuvent plus mener, parce qu'il n'y a personne à battre. D'abord, il dit, par rapport au danger, il y a 3 comportements. La fuite,
vous allez avoir de l'énergie dans les jambes. Le combat, se battre, c'est vous avoir de l'énergie dans les muscles du haut ou faire le mort. Et malheureusement, tous ces gens qui viennent chez nous, c'est faire le mort et ça, c'est pas supportable. Moi, j'ai fait 2 AVC déjà. C'est compliqué à gérer. Voilà, excusez-moi. Mais je vous en prie, c'est tout simplement inacceptable et merci d'avoir le courage de venir témoigner. Et j'espère qu'on voit la violence que vous pouvez subir en tant que HS. J'espère que ça donnera envie à bien de si les gens pouvaient s'éduquer et avoir d'autres comportements, parce que l'électrohypersensibilité, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. C'est une question de résistance au niveau du corps, de son immunité. Ce stress oxydatif est permanent, il est là en permanence. Il faut se protéger pendant la nuit, il faut trouver des solutions pour réduire son exposition, pour éviter de tomber dans cet irréversible qui devient des situations qui sont totalement inhumaines. Voilà. Merci Guy. De rien. Et oui, moi j'ai vraiment envie de... Merci beaucoup Guy pour ton témoignage, parce que c'est vrai que dans ces espaces-là, on peut se sentir extrêmement seul. Et moi, je ne suis pas très favorable à la notion de paria, parce que je ne suis pas pour l'exclusion des personnes. Et dans une démarche de santé restaurative, on a aussi besoin d'une démarche intégrative des personnes. Et par rapport à ça, j'ai pu observer moi-même, étant à l'écoute de fait, comme Guy, on est, en tant que délégué associatif, nous sommes très mobilisés, très contactés par des personnes en désarroi. On essaye de trouver des lieux d'accueil en zone blanche. Moi-même, j'essaye de l'autre côté de faire, en faisant tampon, d'accompagner des personnes qui auraient des gîtes à rénover, de rénover de manière à pouvoir accueillir des personnes intolérantes aux ondes. Je continue à dire intolérantes aux ondes parce que j'aime bien plutôt utiliser le terme le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, SISEM, plutôt que EHS, parce que EHS c'est un terme qui va plutôt stigmatiser les personnes. Donc j'essaye moi-même d'encourager, d'accompagner des personnes qui seraient en rénovation, de faire des rénovations qui permettent d'accueillir des personnes qui viennent, on va dire, se mettre à la terre et décompresser pour 1 semaine, 2 semaines, trouver un refuge. Mais sur cette question de l'entraide, on a vraiment, je dirais, de la chance ici en France avec le réseau associatif. Parce qu'on commence déjà par balayer devant sa porte, on s'occupe des problématiques à la maison, et puis ensuite on commence à sortir, voir qui est autour, rencontrer les associations, puis ONG, et en fait on va de plus large en plus large. Il y a beaucoup d'acteurs en fait sur ces problématiques à différents endroits, et on est tous complémentaires. Les associations peuvent avoir des objets différents, mais elles sont complémentaires. Et c'est appréciable en France qu'il y a, je dirais, une bonne entente interassociative. On est souvent nous-mêmes membres de plusieurs associations, ce qui fait qu'on va pouvoir communiquer les infos de l'une aux autres. Les actions. Et ça permet cette porosité et des actions communes. Alors, à Cœur de HS, Magali Le Sur, qui est présidente et fondatrice de cette association, a mis en place, il y a cette année, une action le 16 juin, qui est devenue la journée mondiale de l'électrosensibilité, pour être bien inclusif et rappeler que nous sommes tous électrosensibles, et il n'y a pas des électro-hypersensibles là dans un coin qui sont en souffrance et oui, voilà, il y a vraiment une invisibilisation en fait de cette problématique. Et je dis qu'elle est regrettable en France parce que tout à l'heure, Catherine parlait de à peu près 5% de personnes identifiées électro-hypersensibles, mais il y a tous ceux qui s'ignorent. Alors on va pas dire qui vont le devenir. On va pas dire bienvenue au club des électro-hypersensibles. C'est pas ça la question. La question, c'est de faire prendre conscience que, par exemple, quand on est aussi membre d'une ONG européenne que Guy citait tout à l'heure, Europeans for Safe Connection, ESC, il y a un site internet, vous pouvez aller voir, qui rassemble des associations de tout pays d'Europe qui a envie de s'investir dans cette ONG. Bon, on rencontre des représentants d'autres pays et on peut constater, par exemple, en Suède, ce sont 10% de la population qui sont officiellement identifiés comme électro-hypersensibles. Et 10% quand même, c'est pas rien. Je veux dire, 5% déjà, on est nombreux, mais 10%. Donc en fait, c'est aussi la démarche du politique de reconnaître ou pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je présentais ce décret pour la protection des travailleurs. Parce que en fait, ici, il y a les travailleurs, salariés, non salariés, mais il y a toute
toute la population, et ça commence in utero, si ça peut commencer. Puisque Catherine parlait tout à l'heure aussi de problèmes de fertilité sur les populations exposées. Donc moi je pense aussi beaucoup aux jeunes, aux enfants, et cette solidarité interassociative, elle est très importante parce qu'elle nous permet de nous rencontrer, d'échanger des informations, et on se rend compte finalement que quand on explore l'écosystème en France, il y a beaucoup d'acteurs et à des tas d'endroits. Et comme Ludovic disait aussi tout à l'heure, il y a en effet des entreprises, il y a quelques entreprises qui ne sont pas si nombreuses, qui sont des entreprises qui vont faire leur travail à tout explorer, à tester, et ça c'est très important parce que quand on parlait des marchands du temple, peuvent arriver après toute une économie qui vient sur le côté et pour aller brader à bas prix en fait des outils frauduleux, puisqu'ils sont pas qu'on ne peut pas vraiment valider dans la qualité. Alors œuvrer au sein des associations, c'est très important. Et on parlait des canaries, donc les canaries dans la mine, et c'est ça l'appel des canaries lancé par Prière Thème qu'on rejoint les associations dont je suis aussi membre, donc Cœur du HS bien sûr, mais Poème 26, Robin des Toits, il y a AZB, il y a énormément d'associations. J'en oublie certainement, j'avais commencé à faire la liste tout à l'heure. On pourra mettre toute la liste de toutes les associations et de l'écosystème en France. Très volontiers, parce qu'il y a vraiment du monde. Les citoyens éclairés qui sont basés en Bretagne, par exemple. Les collectifs ACAD, parce que aussi, là, on parle de l'intolérance aux ondes, mais ça va plus loin que ça. La pollution électromagnétique, ça touche tout le monde. Donc, il y en a des collectifs qui refusent les compteurs verts, il y en a des collectifs qui refusent les compteurs communicants, il y en a des actions en justice, et aussi, il y en a des abus. Il y a un collectif qui s'appelle AQ71 qui défend un monsieur, une personne âgée en difficulté de santé qui a besoin d'un appareil respiratoire la nuit. Il a refusé son compteur Linky gentiment au fournisseur qui, n'ayant pas pu lui imposer, lui a coupé l'électricité. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce sont des voisins qui tirent une ligne à travers portes et fenêtres pour alimenter leurs voisins démunis à qui on a coupé l'électricité. Ce genre d'attitude, c'est quand même... enfin, je veux dire... Comment le nommer? Je ne trouve pas les bons mots, quoi. Appareils respiratoires qui sont eux-mêmes générateurs d'ondes électromagnétiques et qui génèrent aussi d'autres... Et avec un appareil que vous avez sur la table de nuit. Oui, le problème, il est très vaste parce que aussi on pourrait parler de la mise à la terre de tous ces appareillages-là. C'est très important d'en parler. Le temps passe trop vite, on va déborder un tout petit peu. C'est la 3e émission, il y a tellement de choses à dire sur les ondes. C'est vraiment un sujet, j'espère qu'on aura encore l'occasion d'approfondir avec Citizen Light parce que vraiment, j'apprends énormément grâce à vous et c'est vraiment touchant. J'ai eu la chair de poule tout à l'heure, Guy, vraiment, merci beaucoup pour d'être présent. Vous avez fait la route depuis la Belgique avec toutes les difficultés que vous avez par rapport à cette sensibilité qui est la vôtre. Avant de finir l'émission, autour de quelles actions concrètes on peut mettre au quotidien, on va essayer d'être assez rapide et concis. J'aimerais quand même que vous nous parliez de ce gîte que vous avez construit en Belgique, qui vous a permis de monter en compétence sur les connaissances de la construction, sur comment construire. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir tout aborder, il y a une conférence sur le sujet, mais pouvez-vous nous parler de ce que vous avez mis en place, quelques grands exemples, et ensuite on renverra vers la conférence qui dure une petite heure, où vous abordez plus en détail tout le processus de construction de ce gîte pour les EHS. Donc la construction du gîte, en fait, j'en avais pas besoin puisque je vis dans une zone blanche et a priori, ce n'était pas une nécessité. Mais comme nous recevions énormément d'électro-hypersensibles et que notre intimité au niveau du couple et autres commençait à en pâtir, puisqu'on les voyait passer en permanence dans la maison avec des croyances religieuses ou des croyances, etc., qui n'étaient pas nécessairement compatibles avec les nôtres, il y avait un terrain à vendre un petit peu plus haut dans la même rue, qui était également à distance des antennes, mais qui était entouré par d'autres maisons qui généraient du Wi-Fi et du téléphone DECT, donc de façon importante. Donc c'est là où j'ai pris cette décision de construire ce gîte pour continuer l'accueil, parce que oui, il y a beaucoup d'organisations, mais qui essayent de travailler principalement sur l'aide au téléphone, sur des démarches avec des avocats ou des démarches scientifiques ou autres, mais en tant qu'intervention directe au niveau des EHS, il n'y avait quasiment rien sur le marché. Donc on a un petit peu ouvert comme ça ce gîte. Les techniques de mise en œuvre ont été très simples. On s'est basé sur le produit le plus performant à l'époque, qui était la peinture. On n'a pas lésiné, on en a mis 3 couches. Sur les fenêtres qui pouvaient être une introduction au niveau des ondes dans la maison, on a utilisé un produit en acier inoxydable aussi,
mais beaucoup plus rigide. Et nous avons toujours procédé avec des prises de mesure au fur et à mesure que l'on mettait en œuvre de nouvelles techniques. Ça, c'était pour les hautes fréquences. Donc, on se protégeait de ce qui était Wi-Fi, téléphone sans fil. Les antennes étaient suffisamment éloignées, on n'avait pas trop de problèmes avec ça. Ensuite, on s'est consacré aux basses fréquences. Comme la maison qu'on a construite est une maison en bois, et que le bois a des particularités pour diffuser le champ électrique autour de lui, il a fallu trouver des techniques qui nous éliminent cette pollution. Entre autres, chez nous, les interrupteurs, il n'y a aucun fil dans les murs. Donc les interrupteurs génèrent un champ magnétique très faible qui va donner une impulsion, qui va aller automatiquement couper le disjoncteur au tableau principal, et les câbles qui sont reliés pour les lampes vont de la lampe au disjoncteur principal sans passer par le mur, sans passer par la case départ, si vous voulez. Et on appuie simplement sur l'interrupteur et automatiquement on peut couper la lampe, on peut couper des circuits électriques, etc., etc. Donc on a mis un grand soin à toutes les protections possibles. On a également éliminé toutes les sources métalliques à l'intérieur de la maison. Toutes les poutres ont été posées avec des queues d'aronde. C'est un système mortaise, d'assemblage de mortaise pour éviter d'avoir des soutiens métalliques. On a bien entendu éliminé tout ce qui était four à micro-ondes, machine à laver, etc., etc., pour en faire un lieu qui soit le plus simple possible. Pour le frigo, on a un circuit spécial qui permet de garder le frigo en fonctionnement. Et pour le chauffage, c'est la même chose. C'est un circuit spécial qui n'impacte pas, qui ne sont pas impactés par le fait de couper le courant dans le reste de la maison. On a mis tout ça en œuvre et on a simplement mis en location pour la première fois, sans faire aucune publicité, cette maison en août 2022. Et jusqu'en février 2024, qui est là où nous avons arrêté la location, il a été plein en permanence, sans que l'on fasse la moindre publicité, ne serait-ce que le bouche à oreille entre les électro-hypersensibles. Pourquoi on a arrêté la location? Parce que les gens qui venaient là, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la non-exposition pour une personne qui a été fort exposée. Il y a une période de réaction dans les premiers jours qui va durer plus ou moins entre 4 jours et 1 ou 2 semaines, où le corps va avoir une réaction incompréhensible pour la plupart des gens, parce qu'il a l'habitude de lutter contre les ondes. Il a l'habitude de lutter contre ce stress oxydatif, et il va continuer à se battre contre quelque chose qui n'existe plus. Et il peut y avoir des réactions qui sont assez importantes dans les premiers jours et dans les premières nuits. Si la personne ne se décourage pas, elle trouvera une amélioration dans le temps si elle peut continuer à rester en éviction. On a eu ici le cas d'une dame qui habite dans le Vercors, qui a reçu un baldaquin donc, de ce style-ci pour se protéger il y a début du mois de juin, qui m'a renvoyé un mail la semaine passée en disant « J'en veux un deuxième pour ma fille parce que j'estime que je dois également protéger ma fille. Personnellement, je n'ai plus la confusion mentale, je n'ai plus de palpitations et mes blessures au niveau du pied commencent à guérir. Je ne suis pas devin, je ne suis pas guérisseur, je ne suis rien du tout et je ne vends rien par rapport à ça. Je dis simplement que l'éviction pendant la nuit est certainement la principale des choses à mettre en œuvre. Et il ne faut pas nécessairement un bâtiment complet pour le faire. On peut se protéger avec les produits existants pour peu que l'on sache lire les graphiques dont je parlais tantôt et qu'ils soient bien mis en œuvre afin de permettre à la personne de retrouver ou de recouvrer une partie de sa santé. Voilà. Juste le surcoût de la construction par rapport à ce bâtiment. Il faut compter plus ou moins 10% de surcoût au niveau de la mise en œuvre. Ça reste très raisonnable par rapport à une mise en œuvre dans une construction neuve. Oui. À partir du moment où vous allez dans de la rénovation ou de l'adaptation, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Guy. On se rapproche vers la fin de l'émission. Vraiment, je suis frustré, mais tant mieux. Ça veut dire que c'est très riche, nos échanges. J'aimerais, Ludovic Fedotov, aborder la dernière question, quand même, qui devait être un peu plus longue que ça, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien dans notre environnement personnel, dans notre habitation, potentiellement dans nos moyens de transport, au travail. Prends le temps, en quelques minutes, de nous expliquer ce que tu pourrais conseiller en tant que conseiller en hygiène environnementale et électromagnétique. Oui. Alors effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans cette dernière heure. Ce que Guy témoignait tout à l'heure est hyper important de le remarquer, que finalement dans le parcours de la découverte de cette exposition, c'est une réalité de terrain que les gens, de 1,
se retrouvent effectivement dans une errance de solutions, de compréhension, et puis même de reconnaissance finalement, tout simplement. Souvent, on a des ruptures familiales, des ruptures d'amis, de boulot, d'amitié et compagnie. Et derrière aussi, comme on le témoignait, c'est une errance aussi pour mettre en place, une fois qu'on a compris, même quand on a compris, mettre en place quelque chose qui fonctionne. Donc, ça a été très bien expliqué. Aujourd'hui, notre retour terrain à nous, c'est celui-là aussi, c'est qu'on est dans le conseil, donc on a développé des coachings, on a développé aussi des formations pour accompagner plus simplement. Une cartographie a été créée pour avoir des partenaires conseillers ou artisans pour aider à faire les choses. Mais on se rend compte, concrètement, qu'entre le moment où, même si on a réussi à trouver les bons mots pour expliquer les choses, entre le moment où c'est compris, où on pense que c'est compris, et le moment où les choses sont faites, si elles sont faites, des fois il y a un temps qui passe et qui rend la personne encore plus, finalement, dans cette dépendance de cette situation. Et c'est désolant parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a un souci à ce moment-là, et c'est pas nous, au téléphone à distance, qu'on va pouvoir améliorer tant les choses. Donc là, c'est un petit appel finalement, si jamais je peux passer un message. Après, on parlera simplement de comment on peut détecter et qu'est-ce qu'on peut faire derrière, mais Guy l'a déjà bien expliqué. Le petit appel là, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont en détresse ne trouvent pas de partenaires artisans qui veuillent bien, avec une ouverture d'esprit, prendre un léger risque, mais un risque de compréhension, pas un risque sur le chantier, un risque de s'exposer à un truc qu'ils ne font pas depuis 20 ans. Mais c'est tout. C'est du détail, ça reste de l'électron, ça reste logique. Simplement, ces gens-là, à chaque fois, on leur dit, dites-leur de nous appeler. Et nous, on parle électron avec un électricien, ça se passe très bien. Et le problème, c'est que sur notre cartographie, ou même ceux de nos confrères, il y a très peu d'artisans. Donc c'est un appel aux artisans. C'est vraiment un appel aux artisans. Et je pense qu'ils peuvent être nombreux à être intéressés. Je connais bien ce domaine-là, personnellement. Qu'ils soient formés, référencés sur la cartographie, ce serait plus simple. Mais de manière générale, pour ceux qui regarderont ça, de rester ouvert finalement à ce genre de questions. Parce que la personne qui pose cette question-là, dans son chantier, au final, son besoin, il est, somme toute, très réalisable. Simplement, il faut s'ouvrir à une question et arrêter de regarder la personne comme vous n'aimiez pas ce terme, mais comme un paria, comme quelqu'un qui finalement yoyote. Mais non, on confirme, il y a besoin parfois de mettre en place des choses qui semblent un petit peu aberrantes, mais parce qu'ils ne l'ont jamais fait pendant 20 ans. Voilà. Et donc ça, ce serait un énorme changement si on avait des réponses plus positives et, et moins jugeantes. En fait, les gens ont l'impression de déconstruire les préjugés qu'on peut avoir sur ces problématiques. En attendant, on peut rêver un peu, en attendant qu'un jour on construise des bâtiments qui prennent ça en charge dès le départ. Les EHS sont un cadeau en fait pour ceux qui ne ressentent pas. En fait, ils sont là pour nous mettre en lumière ce que nous n'avons pas encore, ce qu'on a la chance de pas encore ressentir. Tout à fait. Des alerteurs. C'est des pionniers et c'est eux qui écrivent si possible les belles histoires parce que finalement, au final, il y a des choses qui vont être structurantes pour la suite de la compréhension. Donc tous les parcours EHS sont des belles histoires à raconter pour la suite de la compréhension, clairement. Maintenant, quoi faire? On a 3 types de personnes en face de ce sujet. On a la personne qui est déjà en saturation et qui vient chercher en urgence de la compréhension, mais elle en a déjà normalement pas mal, mais il y a quand même pas mal de choses à clarifier, et surtout des corrections, de l'aide. Et à quel prix? Comment on fait, avec qui et à quel prix? Donc à ce moment-là, ça va être comme disait Guy, soit on part sur une logique de blindage de pièces, et ça c'est au choix de la personne, on explique les tenants, aboutissants, les risques et les prix, ou alors on privilégie justement la phase de repos, on reconstruit la nuit, du coup, urgence, vous dormez plus, on va trouver une solution pour dormir. Et donc là, la solution c'est ça, c'est un baldaquin installé autour du lit, cage de Faraday avec le sol si possible, effectivement quand on peut le faire chez soi, et là relié à la terre, si la terre est correcte, et à ce moment-là, normalement, la personne expérimente un avant-après. Avec un protocole des débuts de nuit, il faut se décharger avant de rentrer dedans, voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Tout ça, on essaie de l'aborder un petit peu dans ce petit livret qui permet de réduire son exposition aux ondes. C'est un livret qu'on réédite tous les ans en partenariat avec un autre partenaire commerçant. Et Guy Trédaniel, je vois, maison d'édition. Tout à fait, et qui est accessible. Alors justement, vous demandiez tout à l'heure les investissements qu'on peut faire pour aider. Alors nous, on est commerçants, mais du coup, ce livret est téléchargeable gratuitement, tout simplement. Super. Donc la version éditée, bien sûr, est payante,
puisqu'il faut payer l'éditeur, mais la version couleur PDF est téléchargeable. Et donc toutes les informations qu'on a plus ou moins abordées, les décrets qu'on a mentionnés, on essaye de mettre un peu d'informations, pas tous les détails, pour à la fin du livret avoir une idée de est-ce qu'on est concerné déjà, et puis qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. Super comme initiative. L'autre type de personnes qu'on peut avoir, c'est des gens qui vont être dans le préventif. Et nous, on remarque par exemple les jeunes parents. Donc là, pareil, un petit message aux jeunes parents. On veut souvent le meilleur pour son enfant. Et surtout, avec les nouvelles générations, on ne veut pas faire comme les parents, on veut découvrir par soi-même. Et le meilleur pour ses enfants, ça peut être tout simplement grâce à cette énergie où le parent veut absolument le meilleur pour la sécurité de son enfant et le maximum de précautions. On peut se retrouver avec des aberrations selon nous, ou dans la chambre de l'enfant, vous allez avoir un babyphone ultra connecté et qui va détecter tout un tas de signaux du bébé pour que les parents soient rassurés de l'autre côté avec le petit écran pendant qu'ils regardent le match de foot. Donc en aucun cas c'est jugeant, c'est juste qu'on revient sur cette sensation où finalement, si on n'est pas spécialiste, on a l'impression de passer à côté de plein de choses, de plein de vérités. Et encore une fois, je reviens un peu sur la notion de tout à l'heure, ces gens qui tombent finalement dans cette saturation ont cette sensation d'avoir fait confiance à des organismes qui leur ont pas tout dit. Et c'est là, en fait, d'un côté c'est beau, on a des gens qui veulent faire confiance, mais d'un autre côté, finalement, dans ce cas-là, les parents qui veulent faire au mieux, même en voulant faire ça, c'est très noble, font encore des erreurs, par manque d'information. Donc c'est là où, du coup, le discours, les appareillages ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on adapte et on sera plus sur des appareils comme ceci, indicateurs de champ, où là on va avoir des informations lumineuses pour guider. Et le troisième type, et là ça va être rapide, c'est les gens qui n'y croient pas et qui ne veulent pas y croire. Donc croire, je prends ce mot vraiment à dessein. Et on donc, les laisse. Voilà, pour eux c'est une croyance. Dans leur réalité. Et du coup on met l'énergie ailleurs. Super. Encore merci. Vraiment, je vous dis, j'ai vraiment envie d'approfondir la question avec vous. On fera d'autres émissions avec grand plaisir. Je vous laisse juste 30 secondes pour conclure cette émission. Chacun d'entre vous. Catherine ? Je crois qu'on a vu déjà, on a des moyens. Simplement par rapport aux différents filtres, etc., veillez bien à ce qu'on aille jusqu'à 6 GHz, parce qu'aujourd'hui, les fréquences présentes dans l'environnement, de nombreux produits vont jusqu'à 2,4 GHz. Or, il nous faut aller jusqu'à 6 GHz Quand vous parlez de filtres, pour inclure la 5G. Nombre de filtres qu'on pose sur les vitrages, des peintures, des tapisseries, des voilages. Il faut vraiment bien inclure toute la bande de fréquences, parce que comme elle s'agrandit, eh bien, depuis 5-6 ans, là, on voit que les filtres, les produits proposés ne suffisent pas parce qu'elles n'incluent pas suffisamment de bandes de fréquences. Ensuite, un petit truc par rapport aux patchs qu'on trouve à mettre sur les téléphones. Soyez prudents. Nous, le CRIREM, on n'a jamais vu de modification du niveau de champ émis par un portable avec ou sans pastilles, sans patch, sans je ne sais quoi, un petit truc qu'on colle derrière le portable. Je peux vous raconter l'aventure d'une amie qui téléphonait beaucoup à ses enfants avec son mobile, et le mari lui a acheté un patch, et n'empêche qu'elle a fait du côté où le téléphone un eurinome. Donc c'est quand même, faut être très prudent par rapport à ce genre de choses. On ne sait pas trop comment ça agit. On a eu des fois des fabricants qui nous ont engueulés, entre guillemets, mais qui nous disent « mais de toute façon, vous n'y connaissez rien ». C'est vrai, on ne connaît pas l'effet de leur patch sur l'individu, mais ce qu'on voit, c'est que ça ne modifie pas le niveau de champ autour du téléphone ou du tableau électrique, ou etc. Donc je voulais dire ça. Je voulais également dire que, compléter une chose par rapport à ce qu'a dit Guy tout à l'heure, par rapport aux EBF, il y a quand même un texte très important de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'à partir de 0,4 microtesla, on double le risque de leucémie chez l'enfant et on augmente le risque de cancer chez les adultes. Ça, c'est un texte extrêmement important. Et les champs électromagnétiques 50 Hz, le champ d'induction magnétique 50 Hz, est classé dans la catégorie 2B des agents physiques potentiellement cancérigènes. Ça, c'est un texte qu'il faut avoir sous la main et qu'on peut utiliser à chaque fois qu'il est question de lignes électriques, de lignes à haute tension, de transformateurs, etc. Comme les cornichons. On peut dire ça comme ça. Et là, il ne s'agit pas de cornichons. Voilà. Puis vous pouvez toujours venir voir le CRIREM. On est toujours heureux d'avoir des rencontres, des coups de fil. Et puis le bouquin qui va paraître dans quelques mois. Donc le bouquin, qui sera Tous sensibles. Tous sensibles aux ondes. L'essentiel à savoir, à comprendre pour pouvoir bien maîtriser son langage et bien comprendre les phénomènes. Et donc s'en protéger. Et approfondir ce qu'on a pu aborder. Guy, un mot de la fin. Techniquement, c'est malheureusement une matière très complexe. La seule chose que je peux dire, c'est prenez soin de vous. Si vous êtes électro-hypersensible, ne prenez pas ça comme un acharnement du destin.
pensez plutôt que c'est quelque chose qui vous prévient et qui vous permet de mettre en œuvre des moyens qui vous évitera vraisemblablement d'autres pathologies à plus long terme qui risquent d'être beaucoup plus impactantes pour votre santé. Donc, comme je le disais tantôt, ayez toujours un électro-hypersensible dans la poche. Quand lui s'allume, ben, ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème quelque part. Merci beaucoup, C'est meilleur. Laura. Jeanne Laurent. Oui, et alors pour enchaîner avec ce que vient de dire Guy, dans votre poche, vous pouvez toujours aussi avoir un petit sticker comme ça, là je vais le montrer à la caméra, sur lequel on indique « Merci d'éteindre votre smartphone et tout objet connecté avant d'entrer ». En fait, c'est un geste simple pour quiconque de penser d'éteindre un téléphone, par solidarité d'une part. Et c'est un visuel qu'on essaie de déployer avec les différentes associations ici, Cœur de HS, pour installer dans les lieux publics au même titre que le signal interdiction de fumer, parce que en fait, ce sujet-là est bien pire que celui du tabac. Et donc, n'hésitez pas à diffuser. Et pour les personnes qui sont électrosensibles sans le savoir, n'attendez pas d'avoir le problème de l'intolérance aux ondes, n'attendez pas de devenir électro-hypersensible pour penser à vous protéger, à faire des aménagements et prendre conscience de cette problématique et aussi d'accueillir et d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, qu'elles ne restent pas isolées et qu'elles ne restent pas à la porte de la fête du mariage, par exemple, parce qu'on ne veut pas éteindre les téléphones. Ça peut arriver. Voilà. Et ça nous permettra de nous reconnecter les uns aux autres, parce que dans ce monde connecté, nous sommes déconnectés. Merci du fond du cœur, Ludovic. Merci, Jeanne. Merci, Guy. Merci, Catherine. Vraiment, c'est un grand plaisir d'avoir échangé avec vous. C'était vraiment une émission touchante. Et merci aussi à Citizen Light qui permet à ces émissions d'exister. Comme je dis à chaque fin d'émission, c'est important, c'est peut-être une redite, mais sachez que cette émission, elle existe dans les conditions du direct. Grâce à vous, c'est vous qui nous regardez, qui nous financez, c'est vous qui nous permettez d'être indépendants. Regardez, le CRIREM est indépendant, c'est ce qui lui permet d'avoir sa liberté de parole. Ces associations aussi ont leur liberté de parole. Et nous sommes libres de vous inviter, de libérer la parole et de casser cette omerta médiatique sur tant de scandales. Merci à vous, prenez soin de vous, déconnectons-nous de nos appareils connectés pour nous reconnecter à l'humain et au vivant. Belle soirée à vous. Au revoir. Merci.